Alors Alicia, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-moi un peu de ça. Moi, je suis chargée de ressources humaines. C'est très très large en soi. Je travaille dans un service ressources humaines au sein d'une entreprise, d'une société de services en informatique qu'on appelle aujourd'hui des ESN. Et plus particulièrement, moi, je m'intéresse surtout au recrutement, puisqu'on entend tout et n'importe quoi sur les ressources humaines, sur la paye, sur l'administratif, sur licencier des gens. Et moi particulièrement, c'est le recrutement que je gère. D'accord. Donc, alors déjà, voilà, j'ai une première question par rapport à ce grand domaine des ressources humaines. Tu m'as parlé du recrutement, de ton métier finalement, mais ça englobe quoi d'autre alors, les ressources humaines, ce terme-là? C'est très très large dans le sens d'une entreprise à une autre, t'auras pas les mêmes missions et les mêmes fonctions. Les ressources humaines, ça va vraiment si on part sur le premier processus qui est d'embaucher quelqu'un, de rechercher des CV, d'embaucher quelqu'un, jusque le dernier point dans une entreprise, le licenciement. À l'intérieur de ça, tu as le fait de faire les contrats, tout ce qui va être administratif, d'intégrer les personnes, de gérer les carrières, de gérer les formations, l'évolution des personnes, de gérer aussi juste la vie humaine d'une entreprise, les conflits, le management, l'animation aussi d'une entreprise en termes de bien-être au travail. Et puis après, tu as tout ce qui va être procédure de recadrage qui peuvent aller jusqu'au licenciement, tout ce qui va être disciplinaire. Tu as aussi tout ce qui est lié aux relations sociales avec les ERP, les directions du personnel, les comités qui justement gèrent les réunions plutôt syndicales. Et t'as énormément de choses dans les ressources humaines, et selon les entreprises, t'as des entreprises qui vont mettre tout au sein d'une seule personne, qui peut être par exemple responsable RH, qui fait tout de A à Z, qui en soi est très compliqué, et des entreprises comme la mienne qui structurent par service, service administratif, oui. Service plutôt juridique, service recrutement et service disciplinaire. Et donc là, tu as vraiment les métiers qui sont cadrés et chacun a son rôle, et finalement, tu n'es pas généraliste, mais plutôt soit recruteur, soit juriste en droit social, soit assistant, par exemple, RH pour tout ce qui est administratif. D'accord. D'accord. Alors c'est déjà beaucoup plus clair pour moi parce qu'effectivement, les ressources humaines, c'est un domaine auquel j'ai jamais réfléchi, si tu veux. Et effectivement, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces sous-disciplines ou sous-domaines sous cette grande étiquette ressources humaines. Donc déjà, c'est beaucoup plus clair pour moi. C'est assez récent, enfin récent, ça a une petite dizaine d'années, mais c'est vrai qu'avant on entendait moins parler des ressources humaines parce qu'en général t'avais plutôt le service comptabilité qui s'occupait des payes, qui s'occupait des éléments administratifs, des contrats de travail, et en soi c'était plutôt le chef d'entreprise, les managers qui géraient les collaborateurs sur l'aspect quotidien d'une vie professionnelle. Et au fur et à mesure, les entreprises ont ressenti le besoin d'avoir des personnes dont c'est le métier, de gérer l'humain, de recruter aussi, puisqu'on recrute pas n'importe comment, et aussi de savoir gérer un salarié du début d'une entreprise jusque la fin. Et c'est pour ça qu'il y a eu un essor assez important des masters et des formations en général en ressources humaines ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, tu as vraiment ça qui est ancré dans la vie des entreprises et dans la tête des gens, même si ça reste très large. On est RH, mais en soi, RH, on ne sait pas trop ce que ça implique. Et recruteur encore moins, puisque avant ça, c'est vrai que le recrutement était une discipline comme une autre des ressources humaines. Aujourd'hui, on voit de plus en plus le métier de recruteur qui est valorisé parce qu'on se rend compte que le recruteur, c'est pas forcément lié toujours aux ressources humaines, ou en tout cas, c'est pas parce que tu peux être RH que tu peux être recruteur. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est pas parce que tu es un bon recruteur que tu peux faire du bon management d'équipe, ou tu peux gérer correctement les relations sociales, par exemple. Donc aujourd'hui, tu vois beaucoup de formations qui sont spécialisées dans le recrutement, et le métier de recruteur qui est de plus en plus isolé et reconnu à part entière des ressources humaines.
D'accord. C'est très clair. Toi, personnellement, comment tu en es venu à devenir recruteuse? On dit recruteuse? Ça, c'est un autre débat. Effectivement, recruteur, recruteuse, c'est comme tous les métiers où on se demande est-ce qu'il faut le féminiser ou pas. Voilà, directeur d'agence, directeur de projet, est-ce qu'on peut dire directrice ou est-ce que c'est le directeur, c'est le terme global. Donc, Ouais. Honnêtement, recruteur, c'est très bien de façon générale. Moi, je me suis lancée en fait dans les ressources humaines assez tard. C'était pas une vocation au départ, mais parce que comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est quand même assez récent si tu penses à tous les métiers qui existent aujourd'hui. Moi, quand j'étais au lycée, je savais pas vraiment ce que ça existait ou en tout cas ce que c'était. Donc, j'ai été plutôt vers des études de langue étrangère au départ. Et dans mes études de LEA plus précisément, j'avais du droit du travail, j'avais du management, j'avais des matières comme ça qui m'ont fait découvrir un petit peu le monde du droit du travail et de la vie en entreprise. Et de petit à petit, je me suis plutôt rendu compte que c'est la carrière que j'avais envie de faire, en tout cas les ressources humaines dans un premier temps. Donc je me suis réorientée en master en ressources humaines. Et plus j'allais dans ma formation, dans mes stages et dans mes expériences professionnelles, et je me suis rendu compte que c'était le recrutement vraiment qui m'intéressait et qui me passionnait. J'ai toujours su que déjà je voulais pas forcément avoir à licencier des gens. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pour le moment c'est pas ça qui me faisait que pour moi c'était une vocation, les ressources humaines. C'était plutôt de trouver une utilité aux personnes, de les accompagner, que ce soit les candidats ou même les entreprises, et de me sentir utile et d'apporter un peu de joie, on va dire, dans la vie professionnelle des gens. Donc le recrutement, ça c'est tout de suite été comme une évidence. Du coup, je me suis orientée principalement vers ça au départ, et c'est pour ça que j'ai cherché au début de ma carrière plutôt à être en cabinet de recrutement pour vraiment être experte dans ce domaine-là plutôt que généraliste comme on parlait tout à l'heure. Oui, je comprends. Donc, tu auras plutôt vocation à rester dans des entreprises d'une certaine taille, c'est-à-dire que je suppose que des toutes petites entreprises, c'est plutôt elles qui vont privilégier d'avoir une personne qui s'occupe de tous ces sous-domaines des ressources humaines, et toi, si tu veux rester recruteur, il faut que t'es plutôt voué à comme c'est ton cas actuellement, d'être dans une entreprise qui est quand même relativement importante. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu veux pas faire tout en RH, les petites entreprises, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas la possibilité, oui, d'avoir une équipe de 10 personnes en RH qui s'occupent d'un sujet différent. En effet, tu fais tout. Donc c'est vrai que les groupes et les grosses structures, les grosses PME permettent plus ce côté spécialisation dans un domaine. Après, je dis pas que j'irai pas du tout parce que tu vois, j'ai récemment changé justement d'entreprise. J'ai quitté le cabinet de recrutement pour aller justement en entreprise parce que le recrutement, ça me passionne toujours, c'est ce que je veux faire. Par contre, j'ai eu envie aussi de découvrir un petit peu les autres aspects RH qu'il y avait dans une entreprise, c'est-à-dire l'intégration des personnes, le suivi de leur carrière. J'ai trouvé ça un peu frustrant de recruter des candidats pour des entreprises finalement après où je ne vois pas la finalité de mon travail, je ne vois pas comment évolue la personne. Si justement c'est quelqu'un pour moi, j'estimais avec du potentiel d'évolution, je ne sais pas ce qui devient. Tu participes pas non plus à la vie de l'entreprise, à des projets. Donc j'ai eu envie un petit peu de développer mes compétences sur des missions plus généralistes en gardant une spécialisation recrutement. Et peut-être que voilà, dans 5-10 ans, j'aurais envie aussi d'être complètement polyvalente. On ne sait pas, à un moment donné, tu peux vite aussi tourner en rond si tu restes sur la même chose trop longtemps. Donc souvent, c'est soit tu changes d'entreprise, changes par exemple de métier, tu recrutes dans un autre domaine d'activité qui te permet d'apprendre continuellement d'autres secteurs, ou alors tu élargis un petit peu plus tes compétences à la gestion de carrière, à la formation, aux questions plus juridiques. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai bien compris que le recrutement, c'était le... Si on voit les ressources humaines comme un domaine où on va s'occuper des personnes, du recrutement jusqu'à la fin de l'emploi pour telle entreprise, en passant par tout ce qu'il y a au milieu. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que
dans ta nouvelle entreprise finalement, est-ce que tu ne te serais pas un petit peu étalé, on va dire, en termes d'activité ressources humaines, en te rapprochant en allant plus loin dans le parcours de la personne que tu recrutes, c'est ça? C'est ça. Alors, on reste quand même organisé, cloisonné entre guillemets sur les missions. Donc, par exemple, moi, je vais pas gérer tout ce qui va être plus administratif, type faire les contrats moi-même ou Oui. envoyer tous les dossiers aux mutuelles, des choses comme ça. C'est pas moi qui le gère. De la même façon, je vais pas gérer le côté formation parce qu'il y a une équipe qui le fait. En revanche, une fois que j'ai recruté la personne, c'est moi qui l'accueille dans l'entreprise, qui fait son intégration le premier jour. Je fais aussi son suivi de période d'essai. Je fais aussi les réunions avec les managers toutes les semaines pour savoir comment ça se passe avec leurs équipes. Tu es force de conseil aussi par rapport à eux sur l'évolution des carrières. Tu participes vraiment à la vie de l'entreprise, aux activités aussi, type tu organises des after-work, des goûters pour Noël, pour les activités classiques qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise. Et également, tu es consulté sur toutes les questions RH qui peuvent se poser dans l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, si on fait écho à l'actualité, on est en période de confinement, on a des problématiques de chômage partiel, de télétravail, d'arrêt maladie. Donc, même si mon métier à 80%, c'est de faire du recrutement, le fait d'être dans une entreprise qui gère des collaborateurs de façon générale m'amène aussi à réfléchir sur des problématiques RH globales, et c'est ça qui me plaît, puisque ça n'empêche pas que mon rôle est de recruter. Mais par contre, à côté de ça, je fais autre chose aussi si j'en ai envie, et ça, c'est génial d'être en entreprise pour ça. Ouais, je comprends bien. Qu'est-ce que tout à l'heure tu m'as dit que le domaine des ressources humaines, il s'était beaucoup développé ces dernières années, décennies, je sais pas à partir de quand tu établirais le début de ce développement. Est-ce que tu as une idée des raisons des raisons profondes qui font que justement il y a eu ce développement? Est-ce qu'avant on s'intéressait moins à l'humain en lui-même et plus à la performance, plus à un côté est-ce qu'on avait plus un côté, je sais pas, moins industriel? Qu'est-ce qui a changé? C'est tout à fait ça. Alors, il y a énormément de raisons. On peut trouver plein de livres en ressources humaines sur comment ça s'est déployé, pourquoi aujourd'hui on a des intérêts plus orientés humains. Il y a plein de choses en compte, le fait que avant tu restais toute ta vie dans la même entreprise presque. Si on regarde nos parents, nos grands-parents, on n'avait pas ce contexte de je commence à m'ennuyer, je vais changer d'entreprise. Donc il y avait moins ce côté fidélisation par exemple des salariés parce qu'ils restaient jusqu'à leur retraite. Parce que c'était naturel. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a des enjeux comme ça. Effectivement, il y a le côté moins industriel, le bien-être au travail qui est arrivé avec toutes les questions de bien-être, que ce soit sur l'organisation de travail au niveau horaire, sur couper entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, parce que aujourd'hui, on se rend compte que la motivation des gens n'est plus juste le travail, comme ça l'était aussi il y a plusieurs décennies. C'est plutôt la vie privée et l'équilibre que tu peux avoir entre le fait d'aller travailler et le fait de pouvoir gérer ta famille ou gérer juste ta vie sociale en dehors. Aujourd'hui, aller travailler, c'est plus comme en fait il y a 30 ans, tu allais travailler pour gagner ta vie, pour manger. Aujourd'hui, les gens ont différentes aspirations. Déjà, tu travailles plus parce que aussi c'est ta passion. On rencontre de plus en plus de personnes qui font leur métier parce qu'ils aiment ça et non parce que c'est juste alimentaire. Même si tu as encore des métiers alimentaires, aujourd'hui, tu as plein de personnes qui vont te dire qu'ils aiment leur métier et qu'ils ont choisi une voie. Et donc là, c'est pas pareil non plus de gérer des salariés qui sont passionnés et qui veulent continuellement apprendre et être stimulés, que gérer des salariés qui vont simplement venir au travail parce que il faut travailler pour vivre. Et derrière, t'as quand même des aspirations aujourd'hui où on te dit moi je veux pouvoir vivre ma vie à côté et ne pas être qu'au travail et avoir cette séparation entre les deux, et cette gestion du coup des ressources humaines ne se fait pas sans diplôme, sans compétences, et si ça s'est émergé, c'est qu'il fallait des personnes qui soient formées pour pouvoir accompagner les personnes dans toutes ces aspirations différentes. Ok, je comprends bien. Et est-ce que tu vois quelque chose qui aurait fait que
que les générations actuelles ont justement des envies différentes de celles de nos parents? Est-ce que c'est notre société qui est devenue plus prospère et donc c'est des questions qu'on peut se permettre de se poser sans avoir peur de mourir de faim, alors qu'il y a 50 ans ou je sais pas moi, c'était pas le cas? Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as des suppositions sur ce qui a créé cette évolution? Je suis pas sûre d'être la mieux placée effectivement pour te dire d'où tout ça pourrait venir. Après, je pense qu'il y a plein de raisons. Par exemple, le fait que avant on privilégiait simplement les formations, les diplômes techniques. Aujourd'hui, on a de plus en plus de métiers qui vont être dire intellectuels ou de management par exemple, et ce qui amène aussi d'autres carrières avec des carrières qui demandent de changer aussi d'entreprise. Par exemple, on parlait aujourd'hui du management. Avant, tu n'avais pas de formation de management ou de diplôme en management. Tu avais un poste, tu pouvais être chef d'équipe, mais en soi, c'était pas un métier. Aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir le métier de manager. Donc, en fait, tous ces nouveaux métiers qui ont émergé, le fait qu'on favorise les jeunes à faire aussi des bac+5 ou d'aller faire des études, ont amené que le monde du travail a changé. Et il y a énormément de choses aussi. Il y a le fait que les nouvelles technologies émergent, ça a aussi amené d'autres métiers, mais ça a aussi amené un changement du monde du travail et de la façon de rechercher du travail, parce que aujourd'hui tu vas sur ton ordinateur, tu peux être contacté par le biais de LinkedIn, tu peux aller rechercher des offres d'emploi en ligne, tu as accès à tous les métiers qui existent, alors qu'avant tu n'étais pas censé savoir ce qui pouvait se faire en dehors de ton métier de formation. Donc, il y a énormément, je pense, d'impact et de causes sur cette évolution du marché du travail je pense que j'en ai oublié des dizaines. C'est très large. D'accord. Tu m'as dit qu'il y avait des métiers qui s'étaient créés. Alors je sais plus si je vais citer ce que tu m'as dit, mais manager d'équipe, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément, qui n'avait pas qui avait pas un nom officiel, on va dire, avant en tout cas. Donc il y a des métiers qui se sont créés récemment et qui continuent de se créer. Est-ce que tu as vu aussi, alors peut-être pas toi directement, mais par rapport à ce que tu as appris pendant tes études ou ce que tu as entendu de la part de collègues plus âgés, est-ce qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu en même temps? Oui, il y a forcément des métiers qui disparaissent. Des métiers peut-être pas, peut-être certains domaines dans les métiers. Je vais parler plutôt de ce que je connais aujourd'hui. Tu vois, je recrute dans l'informatique. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des choses qui disparaissent parce que les technologies évoluent, et les technologies qu'on utilisait il y a 30-40 ans, aujourd'hui, sont amenées à disparaître, et on recherche des fois des experts sur une technologie en particulier qu'on ne retrouve plus, puisque on ne l'apprend plus par exemple à l'école, ou au contraire, on a des personnes aujourd'hui qui ont une 50aine d'années et qui sont spécialisées sur des technologies qu'ils ont appris à l'école, qui ont du mal à trouver du travail parce que ces technologies ne sont plus présentes dans les entreprises. Donc c'est effectivement, au-delà de métiers, je pense que c'est des compétences et des expertises qui disparaissent, comme d'autres se créent. D'accord. Moi, il y a un sujet qui m'intrigue beaucoup. Ça va être on va dire la robotisation, l'automatisation de plus en plus forte de beaucoup de métiers. Et la question, la grande question que tout le monde se pose, tous ceux qui sont intéressés par ça se posent en tout cas, c'est on sait qu'il va y avoir a priori des métiers qui vont disparaître quand même, parce que au moins dans un premier temps ceux qui sont faciles à automatiser. La grande question, c'est est-ce qu'il y aura en parallèle autant de nouveaux métiers qui vont se créer, ou est-ce que les gens vont de moins en moins travailler parce qu'il y aura de moins en moins de choses à faire de manière directe, et qu'on va être obligé de repenser nos systèmes sociaux. Toi qui es dans le recrutement, donc évidemment tu vois pas tous les domaines, mais du coup là, je me demandais si tu avais un avis par rapport à ça. Est-ce qu'on va être obligé d'arriver à un revenu universel prochainement, parce qu'on n'aura vraiment pas le choix si on veut pas qu'il y ait une misère qui augmente même dans notre pays. Voilà, je me demandais, toi qui as un peu le nez dedans, un peu plus que moi en tout cas, si tu avais un avis là-dessus. Je pense pas que
l'automatisation va forcément, fait supprimer plus d'emplois qu'il n'en crée. Après, tout dépend dans quelle mesure on l'utilise, mais derrière, il faut penser que alors c'est pas, moi je parle pas du principe qu'on supprime des emplois, c'est qu'on améliore pour moi les emplois. Ce qui est automatisé en général, c'est ce qui est très chronophage, ce qui n'est pas intéressant, ce qui n'attire pas non plus en termes de métier. Donc souvent, c'est des personnes qui sont peu payées, des personnes ou des secteurs où il y a beaucoup de turnover puisque c'est pas intéressant, voire c'est difficile. Donc il y a beaucoup de mal à recruter et en plus ce n'est pas stimulant. Et comme par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, aujourd'hui les gens recherchent le plus possible un métier stimulant où ils apprennent quelque chose et où ils ont une raison de se lever le matin. Donc pour moi, la partie plutôt robotisation des process, ça amène à améliorer les métiers. Alors bien sûr, il faut pour cela qu'on puisse aussi amener les gens vers les formations et vers l'emploi, parce qu'il y a des métiers qui sont aussi c'est ces métiers qui sont accessibles des fois sans diplôme, et forcément c'est plus difficile d'aller vers autre chose. Mais si tu pars par exemple sur le fait que on va créer un robot qui va permettre d'éviter à une personne de copier des données d'un logiciel à un autre, d'un Excel à un autre PC, ou voilà, pour te donner un exemple, derrière on va avoir des personnes qui vont créer ce robot, des personnes qui vont le mettre en place, des personnes qui vont aussi faire le support de ce robot, puisqu'il peut tomber en panne, il peut avoir des bugs. Donc tout ça, c'est des métiers qui sont derrière le robot et qu'on a créé pour que ça vive. Et à côté de ça, la personne qui à la base faisait la tâche du robot va pouvoir faire des tâches plus intéressantes, moins chronophages, et qui apportent plus de valeur ajoutée à l'entreprise. Je te parle de cet exemple parce que c'est ce qu'on fait dans mon entreprise. On est en train de créer des robots qui va permettre à nos salariés de moins faire de copier-coller, de la gestion de données qui est indispensable, qui est utile, mais qui n'est pas stimulant du tout. Et ces personnes-là, pour autant, quand ce sera complètement déployé, ne vont pas se retrouver sans emploi. On va pas s'en séparer de ces personnes-là. Par contre, on va leur permettre de faire des choses plus intéressantes et de travailler sur des sujets plus de fond, de les faire évoluer sur autre chose. Et aujourd'hui, on avait besoin, par exemple, de recruter 4 personnes pour faire cette gestion de données. On aura peut-être juste une personne, et les autres personnes, on va pouvoir les mettre sur des projets plus intéressants. Donc on va pas moins recruter, au contraire, parce qu'il va falloir en plus recruter des personnes pour le robot, mais on va le faire différemment. Et c'est pour ça que je te disais que ce qui aujourd'hui est plutôt important, et c'est d'amener les gens vers des diplômes et vers des formations plus qualifiantes, parce que justement les métiers qui ne demandent pas d'avoir une formation particulière et qui peuvent être remplacés par des robots, oui, aujourd'hui peuvent disparaître, et ces personnes-là, il faut plutôt les accompagner vers d'autres types de métiers. Oui, je comprends tout à fait. Par rapport à ces personnes-là, du coup, qui n'ont pas forcément de formation au début, est-ce que tu penses que elles pourront trouver une formation, par exemple, bon, il y a un truc qui revient souvent aux États-Unis notamment, et qui fait débat, et c'est devenu un peu un argument utilisé par les trolls. C'est ils disent learn to code, apprenez à programmer, devenez programmeur informatique. Et il y a des voix qui s'élèvent contre ça, qui disent oui, mais les chauffeurs routiers de 50 ans qui vont perdre leur emploi quand il y aura des voitures autonomes. Donc je sais pas quand ça sera, si ça sera dans 10 ans, dans 20 ans, et ben ces gens-là, il y a peu de chances qu'ils apprennent ce genre de compétences à leur âge, avec leur expérience, avec leur envie peut-être qui manquera. Toi qui vois du coup beaucoup de programmeurs informatiques, est-ce que t'en vois passer qui se forment un petit peu tard, enfin plus tard que leur jeune vingtaine, on va dire? Si, bien sûr, j'en vois énormément, et on en recrute d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as plein d'organismes qui
qui se crée dans justement la formation pour adultes. T'as pas seulement les formations classiques de formation continue, type BTS, DUT, licence et master. T'as beaucoup d'organismes qui sont faits pour les adultes. Alors on connaît particulièrement par exemple l'AFPA ou le CNAM, ce genre de formation, et tu en as des spécialisés. Je sais que nous sur Tours, on a au niveau informatique le CEFIM, qui est un organisme de formation informatique pour adultes. Donc là-dedans, tu as soit des personnes, par exemple, qui ont fait un bac, qui ont été travaillées, même ça peut être un bac informatique, qui ont été travaillées et qui ont envie d'évoluer dans l'informatique, donc qui reprennent une formation, comme tu as des personnes qui veulent changer de métier pour des raisons ou pour une autre, et qui font cette formation, puisque tu n'as pas besoin d'avoir, tu peux avoir le bac. Je sais peut-être même que tu peux ne pas avoir le bac. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, voilà, il y a des passerelles qui sont faites justement pour les adultes. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas un frein. La seule chose, c'est de trouver quelle formation faire, parce que tu le disais, voilà, les routiers, par exemple, ne voudront pas aller coder. Après, il n'y a pas que le code aujourd'hui en métier. Tu as plein de métiers qui ne vont pas disparaître. Voilà, à titre personnel, ma maman a été cuisinière toute sa vie. Elle a changé de métier à 50 ans. Elle s'est formée dans la comptabilité. Ah oui. Pour être assistante comptable, parce qu'elle a cherché, elle a cherché ce qui déjà lui plaisait et ce qu'elle avait pu acquérir comme compétences en étant par exemple gérante de son entreprise, en ayant eu un restaurant, des commerces, et elle a découvert qu'elle avait déjà des bases, par exemple en comptabilité, en gestion de personnel aussi, qui derrière a amené à se dire je vais faire une formation là-dessus. Les routiers, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être par exemple, tu as une passion, toi, la pâtisserie. Peut-être pourquoi pas aller reprendre une formation en pâtisserie ou être formateur. Enfin, t'as plein de choses à être. T'as aujourd'hui des bilans de compétences qui se font de plus en plus. Tu entends énormément de personnes qui disent, bah voilà, moi j'ai fait un bilan de compétences après une perte d'emploi, après une inaptitude au travail, ou juste après par exemple un burn-out parce qu'ils ne supportaient plus leur métier. Et derrière, ça t'amène vers une formation. Donc non, je pense que la question à se poser, ce sera plutôt effectivement sur ces personnes qui ont toujours fait le même métier, qui les accompagner à évoluer vers autre chose. Et tu as beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont là pour ça. On parlait des ressources humaines. Alors, c'est pas les ressources humaines en tant que telles, mais tu vas avoir des coachs, des formateurs, des consultants dans des cabinets de conseil qui sont là pour accompagner aussi des personnes vers l'emploi, en transition, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des personnes qui veulent changer de métier. Bien. C'est très intéressant ce que tu me dis. Donc on s'est légèrement écarté du sujet principal, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. D'une part parce qu'on fait quand même appel à ce que tu vois toi dans ton métier finalement. Donc c'est le domaine de recrutement que tu as. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de ta maman, qui est un parfait contre-exemple des trollers learn to code. Voilà, c'est un super exemple. Quelqu'un qui travaille à faire à manger toute sa vie dans la cuisine avec ses mains et qui devient comptable plus près de la retraite que du début. Moi, je trouve que c'est un très très bon exemple. Ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, forcément, ma maman, c'est la génération des personnes qui n'étaient pas poussées vers les études. C'était pas dans la culture à l'époque. Elle a été vers une formation qui se présentait à elle, parce qu'il n'y avait pas forcément non plus de conseillers au collège et au lycée qui te permettent de t'expliquer tous les métiers qui peuvent se présenter à toi. Donc tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu te lances dans un métier et puis derrière, même quand soit ça te plaît pas ou soit tu as envie de faire autre chose, tu te dis que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'études, donc tu continues là-dessus. Et il y a un moment donné où soit tu n'aimes vraiment plus ton métier, tu te poses des questions, ou comme ma maman, tu arrives à avoir aussi une inaptitude professionnelle parce que ton métier, faire des métiers physiques pendant 25-30 ans, c'est compliqué. Et derrière, aujourd'hui, tout ce qui va être Pôle emploi sont plutôt formés pour accompagner aussi des personnes comme ça vers un changement de carrière. Et c'est le bon exemple, effectivement, qu'on ne se rend pas compte de tous les métiers qui existent et on a l'impression que c'est ton diplôme de base qui te définit.
sur toute une carrière entière. Et que ce soit quelqu'un qui a aujourd'hui 50 ans ou quelqu'un qui en a 20 mais qui est arrêté par exemple au collège, on peut très bien reprendre des études sur l'important, c'est de savoir ce qui nous plaît, en fait, ce qu'on a envie de faire. D'accord, très bien, merci. Bon, si on revient au sujet principal qui est le recrutement, qu'est-ce que les gens qui connaissent rien à ça, donc les gens un peu comme moi si tu veux, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser qui est faux par rapport au domaine du recrutement? Il y a alors c'est pas qui est faux, c'est que aujourd'hui on a tendance à généraliser les choses. Tu vas entendre beaucoup que tout le monde recrute de la même façon. Déjà, tu vas sur Internet, tu tapes préparer un entretien d'embauche, tu vas avoir des questions type comme si tous les recruteurs pouvaient poser tous la même question. Et en plus, on a encore en tête, je trouve, la façon de recruter d'il y a peut-être encore 10 ans. Qui n'est plus la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un marché qui se tend de plus en plus, où dans beaucoup de secteurs, les candidats sont rares, donc il faut se différencier. On recrute autrement et peut-être d'une façon plus humaine qu'on le faisait il y a 10 ans, où tu avais l'impression d'entretien d'embauche d'être à un examen, où on allait te mettre des pièges et voilà, tu finissais en sueur. Aujourd'hui, on a encore beaucoup cette image du recrutement, alors qu'elle a complètement changé. En tout cas, elle change dans beaucoup d'entreprises et il faut qu'elle change, puisqu'on ne peut plus recruter en demandant à quelqu'un froidement quelles sont ses qualités et ses défauts et voilà, et lui demander pourquoi nous et pas une autre. Il faut évoluer un petit peu dans les mentalités. Ouais, effectivement, moi les deux questions que tu viens de citer, si j'y réfléchis juste 2 secondes, hein, si je me pose peut-être un peu plus la question, peut-être que j'arrive à d'autres réponses, mais c'est effectivement les deux questions qui me seraient venues en tête pour un entretien d'embauche. Et c'est vrai que ça fait pas trop rêver. Alors je vais te dire pourquoi. Moi, je connais un petit peu mieux le milieu de l'enseignement et d'apprendre, je trouve ça merveilleux. J'ai un petit peu plus de mal avec quelque chose qui se passe, c'est que pour évaluer les compétences des élèves, on va dire, hein, si on prend l'enseignement des enfants et après des ados, quelque chose que j'aime pas trop, que je déteste, c'est le fait d'apprendre des choses pour les recracher pour un test. Et de pas se poser, justement, de ne pas se poser les questions fondamentales. Et par rapport à ce que tu dis là, les réponses à ces questions-là et la préparation à des entretiens qui pourraient se passer de cette manière-là, le problème, c'est qu'effectivement, on va apprendre par cœur des réponses à des questions qu'on s'attend à avoir, mais je trouve que c'est assez inutile, c'est-à-dire que ça nous apprend pas grand-chose sur nous-mêmes, ça nous permet pas d'approfondir une relation avec peut-être un futur employeur. C'est très vide, je trouve, ce genre de questions et justement de préparation pour répondre à ces questions-là. Donc, quels seraient les types de questions, alors pas forcément, donc justement les types de questions, pas les questions. Qu'est-ce qu'on va chercher à savoir quand on est recruteur maintenant par rapport à ce qu'on cherchait à savoir il y a 10 ans? Mais ton discours, c'est exactement ça. C'est que ces questions sont devenues inutiles, et aussi parce que le fait d'avoir toutes ces questions notées sur Internet, avec du coup, tout le monde rabâche la même chose, et ton discours est préparé. Et pour moi, aujourd'hui, un bon recruteur, c'est quelqu'un qui sait que ces questions-là ne vont pas amener une vraie réponse, et que la personne ne va pas être elle-même, et c'est pour ça qu'à mon sens, elles sont inutiles. Tu peux les poser d'une autre façon, mais posées comme ça, elles sont inutiles. Si aujourd'hui, le but du recrutement, tel qu'il évolue, c'est vraiment de commencer déjà à créer du lien avec peut-être ton futur salarié, ton futur collaborateur, et le mettre dans une situation de difficulté, de stress, et où il n'est pas lui-même, tu ne crées pas du lien, et en plus tu ne sais pas la personne que tu vas recruter, puisque derrière c'est les discours que t'entends, finalement c'est pas du tout ce qu'il avait montré en entretien. Non, parce que c'était pas lui en entretien en fait. Donc derrière, ce qu'il faut arriver en tant que recruteur, ce qu'on veut, c'est savoir qui est la personne en face. Il y a de plus en plus, si tu regardes un petit peu les articles qui peuvent se faire aujourd'hui sur le recrutement, on parle beaucoup de soft skills.
Toi qui es bilingue, voilà, tu comprends. Les compétences molles. C'est ça, le savoir-être qu'on peut l'appeler plutôt en français. En bon français, Ouais, on va c'est un appeler peu ça mieux. le savoir-être. Dans un contexte où justement, on en parlait tout à l'heure, les personnes peuvent changer d'entreprise beaucoup plus facilement qu'avant. On a des enjeux de fidélisation. Et fidéliser des personnes, c'est aussi avoir des personnes qui ont les mêmes valeurs, la même culture que l'entreprise, et c'est pas seulement des compétences. Donc les compétences techniques, c'est bien. Tu as toujours besoin de les vérifier en entretien, puisqu'il faut que la personne soit compétente sur le poste et en tout cas les prérequis qu'on demande. Mais derrière, c'est comment va s'inscrire la personne sur la durée. Est-ce qu'elle va être capable de s'intégrer dans l'équipe? Est-ce qu'on va avoir du plaisir de travailler avec elle? Et c'est des réflexions qu'il n'y avait peut-être pas forcément avant. D'un côté comme de l'autre, hein, la personne qui cherchait du travail aussi se cherchait peut-être juste une entreprise pour pouvoir gagner sa vie et pas forcément dans laquelle se sentir bien. Et aujourd'hui, on recherche un peu plus à trouver ces soft skills. Donc derrière, si tu amènes des questions bateau et à la personne de dire racontez-moi votre parcours, tu auras un discours tout préparé, des questions bien faites pour que la personne se sente sur son meilleur jour, et tu n'auras pas les réponses à qui est vraiment le candidat en face de toi. Donc faut plutôt amener des questions différentes, et pour moi l'entretien d'embauche, c'est plutôt un échange plutôt qu'un entretien. Du coup, j'utilise de moins en moins le terme entretien en fait, puisque moi, c'est plutôt une rencontre où tu peux poser des questions pour avoir des réponses, mais derrière, le candidat a autant le droit que toi de poser les questions sur l'entreprise pour que lui aussi puisse savoir s'il a envie de nous recruter. Ouais, je comprends. Ouais. Donc pour ça, en fait, il faut casser un petit peu les codes. Enfin, par exemple, moi, de mon côté, j'aime bien demander plutôt d'abord au candidat s'il a des questions sur l'entreprise, s'il a compris ce qu'on faisait, s'il nous connaissait, parce qu'il s'attend déjà à ce qu'on lui demande expliquez-moi votre parcours, et donc là il te déroule tout de suite ce qu'il a appris effectivement par cœur, comment présenter son parcours, et en général ce qu'on te conseille aussi, hein, il y a plein de personnes qui me disent c'est ce qu'on m'a conseillé dans ma formation, c'est ce qu'on m'a conseillé dans tel organisme, et je trouve qu'on ne conseille pas assez sur des entretiens qui ont une autre forme. Donc souvent ça perturbe un peu. La personne sait pas trop quoi me répondre, et donc je lui parle un peu moi de notre entreprise. Je lui parle par exemple du processus de recrutement, de comment on fonctionne, de combien on est, et du coup ça le détend déjà, puisque il voit que, et puis je lui donne des informations, et tout de suite c'est pas je recherche juste des informations et après je prends mes notes et j'évalue la personne, mais je donne des informations pour en recevoir à mon tour, et ça fait déjà une relation plus saine. Et la personne qui a été un petit peu déstabilisée, parce que je mets des guillemets parce que je trouve le terme peut-être trop péjoratif, mais a été cassée peut-être dans son élan de réciter, et du coup se détend un peu et est plus amenée à faire une discussion et à répondre de façon peut-être plus naturelle aux questions qui peuvent suivre du coup après. D'accord. Au-delà des questions pendant l'entretien ou pendant la discussion, comment t'as dit que tu appelais ça du coup? La rencontre. Une rencontre, un échange. Ouais. C'est des mots qui me parlent beaucoup. D'accord. J'aime beaucoup ce genre de mots, effectivement, plus qu'entretien. Au-delà de ces questions-là qui ont évolué du coup ces dernières années, le gros point central du recrutement, et enfin les deux du coup, parce que souvent ils vont de pair, c'est CV, lettre de motivation. C'est toujours pareil ça? Alors ça reste des classiques. Alors sur l'incontournable, forcément le CV aujourd'hui tu peux difficilement faire sans, puisque derrière tu as quand même besoin en amont pour recruter d'avoir le visuel sur ce qu'a pu faire la personne. Après, que ce soit un format extrait de LinkedIn ou un CV papier électronique, où t'as plein de CV différents. Aujourd'hui, tu peux le faire sur PowerPoint et avoir quelque chose de très visuel et de créatif, comme tu peux avoir une feuille avec simplement ton parcours déroulé ligne par ligne. Mais en tout cas, c'est quand même une base. Ça permet d'avoir un socle pour l'échange, d'orienter les questions. Et puis, il faut aussi dire aussi, on peut pas rencontrer tout le monde sur un poste. Il faut quand même qu'il y ait des prérequis de base qui peuvent être dans le technique, des diplômes, des compétences, une expérience particulière. Tout dépend du poste pour lequel on recrute.
Mais en tout cas, c'est le minimum. Après, la lettre de motivation, voilà, tu auras les pour et les contre. C'est assez subjectif. J'aime bien en avoir quand elle est vraiment faite. Alors avec le cœur, je dirais, mais pour moi, avoir une lettre de motivation bateau qui est fait pour toutes les entreprises, sans personnalisation, ça m'intéresse pas vraiment puisqu'elle m'apprend rien. Pareil, quelqu'un qui va demander à son frère, à sa sœur, à ses parents de faire une lettre de motivation parce qu'il n'est pas à l'aise à la faire, ça n'apprend rien non plus. Par contre, quelqu'un qui a envie de faire une lettre de motivation pour vraiment expliquer pourquoi il veut cette entreprise, pourquoi il veut ce poste, et qui est vraiment transparent et honnête dans la lettre de motivation, c'est vraiment un plus. Parce qu'elle peut faire la différence sur simplement 2 CV qui sont quasiment identiques. Aujourd'hui, tu es dans une entreprise qui recrute des jeunes diplômés, tu as 2 personnes qui viennent du même diplôme, qui ont fait tous les 2 un stage. Si à côté, tu mets une lettre de motivation qui est vraiment bien tournée, où tu mets en avant les compétences que tu as pu avoir en stage et où tu dis pourquoi tu veux cette entreprise, bah forcément, il va y avoir une différence entre les 2. Par contre, faire une lettre de motivation, sinon bateau, honnêtement, oui, ça sert pas à grand-chose. Ok. Pour recruter des profils très techniques et notamment des gens qui vont coder, est-ce que, alors peut-être que vous le faites déjà, ou si c'est pas le cas, est-ce que ça serait envisageable de se passer de quasiment toutes ces choses-là, alors pas la rencontre humaine pour les soft skills justement, mais par rapport plutôt que de connaître exactement le diplôme de la personne, son expérience et tout, est-ce que c'est envisageable de faire passer des tests finalement, par exemple de faire coder, je dis n'importe quoi, de faire coder un petit programme à la personne de manière automatisée en ligne, un truc un peu sécurisé, et ce qui représenterait vraiment ce que la personne pourra apporter techniquement encore plus finalement qu'une ligne sur un CV. Enfin, moi je le vois comme ça. Est-ce que c'est le genre de chose qui est déjà mis en place, ou que vous avez en tête mais qui techniquement est trop compliqué pour le moment, ou non? Si, bien sûr. Et puis, surtout dans le domaine du développement informatique, c'est des choses qui existent déjà beaucoup, parce qu'on est sur des métiers qui sont difficiles à trouver. Il y a une forte concurrence sur le marché, et tu ne peux pas simplement recruter en mettant une annonce et en demandant CV, lettre de motivation, puisque souvent tu vas débaucher les candidats. En fait, ils ont pas besoin d'être en recherche. Tu vas les chercher sur LinkedIn. Ou par le réseau que tu peux avoir, et tu vas les débaucher. Donc pour ça, il faut être assez attractif, et effectivement, il faut être différenciant dans le recrutement. Ce que je te disais tout à l'heure, on peut plus recruter de la même façon dans certains secteurs, et dans l'informatique, c'est le cas. Donc aujourd'hui, tu vas trouver des fois des choses qui sont organisées. Alors ça se fait beaucoup plus sur Paris parce qu'il y a plus de personnes, et parce que l'état d'esprit est déjà à ce type de format, mais où tu vas faire un espèce d'atelier où justement tu vas avoir que des PC devant toi, tu vas avoir sous forme de jeu, et il va falloir soit trouver la solution à un casse-tête, soit développer une petite application en très peu de temps, et derrière les gagnants vont pouvoir soit si c'est des personnes en recherche, postuler dans ton entreprise, ou soit au contraire avoir des lots, et ce qui permet aux entreprises de déjà déceler des talents et des potentiels sans avoir ce contexte entretien. Donc c'est des choses qui se développent énormément et qui existent dans ce secteur-là. Peut-être dans d'autres secteurs aussi, j'en ai pas la connaissance pour moi, mais en informatique, ça se fait, bien sûr. D'accord. Tu m'as évoqué plusieurs fois LinkedIn. Alors déjà, tu disais les CV extraits de LinkedIn. J'ai vu que c'était possible. Qu'est-ce que ça vaut? Comment ça se passe? Est-ce que ça rend bien? Est-ce que c'est intéressant quand tu le lis? Non. À plusieurs de tes questions, non. Alors, ça a le mérite d'être possible, parce que, comme je te le disais, quand tu vas débaucher des personnes, en tout cas, tu essayes de les débaucher, c'est des personnes qui n'ont pas forcément pris le fait de faire un CV. Donc, tu peux pas aller contacter des gens en leur disant merci de m'envoyer un CV si vous êtes intéressé. Mais enfin, je ne vous ai jamais contacté, donc laissez-moi tranquille. C'est un petit peu le principe. Donc LinkedIn te permet d'extraire en PDF le compte qu'a renseigné le candidat, avec les différentes expériences, les entreprises, et c'est vraiment ce qui est mis dans ton compte LinkedIn. Donc si tu mets rien, il n'y aura rien. Si tu détailles bien ce que tu as fait, c'est sous format CV. Après, là où c'est
c'est pas très visuel, c'est que c'est des lignes après les autres. T'as pas de mise en page, t'as pas de couleur, t'as pas de photos, t'as pas. Voilà, donc c'est assez. T'as même pas les logos des entreprises ? Non. Non. Non, je vais pas te dire de bêtises, mais non. Donc c'est assez neutre, c'est pas terrible. Après, en soi, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un super CV si vraiment tu sais que la personne c'est celle-là qui te faut. Mais avoir que des CV type LinkedIn, c'est pas très visuel. Et quand tu dois par exemple le transférer en tant qu'RH, en tant que recruteur à tes équipes managériales qui veulent rencontrer la personne, du coup c'est pas très visuel. Donc souvent, moi c'est vrai que je demande aux personnes soit si elles en ont un ou si elles ont le temps d'en faire un. Si c'est pas le cas, et ben tant pis, on fait avec le CV LinkedIn. Mais sinon, c'est vrai que c'est mieux un CV qui est fait et qui reflète en plus, je trouve, la personnalité des gens, puisque personne ne fera son CV de la même façon. Enfin, il y a des CV qui sont tout faits aujourd'hui sur Internet, mais même des CV tout faits, tu vas les personnaliser selon ton état d'esprit, quelle couleur tu vas mettre, les caractères, est-ce que tu vas mettre une photo ou pas. Enfin, c'est plein des petits éléments, je trouve, qui déjà parlent sur la personnalité du candidat. Ouais, je comprends. Tu commences à te plonger un petit peu dans l'esprit de la personne juste avec une feuille. C'est ça. Bien. Et du coup, au-delà du CV LinkedIn, donc, enfin non, je reviens d'abord dessus. Moi, il m'avait semblé voir que je pouvais moi-même créer un CV à partir de mes informations LinkedIn. Et toi, tu m'as dit non, c'est quand moi je vais voir le profil de quelqu'un, je peux extraire les informations. C'est la même chose ou c'est deux services différents ? Alors, moi, le CV que j'extrais de LinkedIn, c'est ce que tu as rempli. Quand tu vas créer ton compte, tu cliques sur modifier, tu renseignes le nom de l'entreprise, les dates, et derrière, tu as des notes pour mettre des détails. Donc ça, c'est le CV qui est extrait. Par contre, LinkedIn te permet aussi de mettre un CV à toi, de le mettre en pièce jointe, en fait. Donc, si la personne a mis en pièce jointe son CV, tu as le CV aussi. Mais c'est le CV. Mais ça sera la même chose finalement, les mêmes informations et tout, le même rendu. Ah bah tout dépend ce que tu renseignes sur LinkedIn. En fait, il y a des personnes qui vont pas autant renseigner LinkedIn que sur un CV normal. Non, je comprends bien, mais pour une même personne, on va dire, pour un même candidat, que soit toi, le recruteur qui extrait le CV sur son profil, ou que ce soit la personne qui dit ah ben moi j'ai vu qu'il y avait l'option d'extraire mon CV de mon profil, pour la même personne, on est d'accord, ce sera la même chose. D'accord, ok. Ok. Et du coup, au-delà de cette histoire de CV, LinkedIn, c'est l'outil incontournable maintenant, qu'on soit recruteur ou qu'on soit chercheur d'emploi, on va dire. C'est l'outil incontournable en 2020. Je pense que oui. Alors, il y aura des secteurs qui seront l'exception. Enfin, tu as plein de secteurs aujourd'hui qui ne vont pas avoir besoin d'utiliser LinkedIn, mais pour beaucoup, ça reste quand même le canal le plus utilisé. Déjà parce que tout se fait par Internet. Tu vas voir les sites d'emploi tels que Indeed, quelques Monster, Météo Job, les choses comme ça, où déjà tu trouves les offres. LinkedIn, tous les recruteurs qui sont concernés par les métiers que cible LinkedIn sont sur LinkedIn. Justement, parce que je te le disais, on est sur un marché de l'emploi qui s'est un petit peu inversé. Alors, c'est sûrement pas le cas sur les profils où tu as plus de candidats que de postes, mais sur les profils en tension, sur les métiers en pénurie, on utilise LinkedIn parce que justement, il faut aller chercher les gens. Et en fait, LinkedIn te permet d'avoir accès à des CV de personnes qui ne mettront jamais leur CV sur les sites d'emploi puisqu'ils ne sont pas en recherche. Par contre, c'est des personnes qui vont être à l'écoute, ce qu'on appelle du marché, des opportunités. Et tu les contactes, après eux choisissent ou non de te répondre, mais ça te donne une source de CV beaucoup plus large que simplement les personnes qui sont en recherche, qu'on appelle actives. Donc, on fait la différence à l'heure actuelle entre la recherche active, entre l'écoute peut-être active, qui est encore différent, ou juste l'écoute d'opportunités en veille, ce qu'on peut appeler également, et ne pas être en recherche du tout. La majorité des gens qui sont aujourd'hui sur LinkedIn sont soit en veille, soit curieux des opportunités qu'on peut leur proposer. D'accord.
parce que tu sais que le marché change, que tu es moins attaché qu'avant à une entreprise, et que ce soit pour des questions de salaire, d'évolution de poste ou de missions plus intéressantes, tu peux être du coup à l'écoute. Donc du côté candidat, LinkedIn te permet d'avoir accès à des opportunités que tu aurais eu que en étant en recherche actif, mais tu peux aussi vouloir te mettre en veille pour te dire je vais attendre qu'on me propose une opportunité. Et en tant que recruteur, tu as accès à des CV que tu n'aurais jamais eu sur d'autres canaux. Après, ça marche ou ça marche pas, ça c'est le jeu. D'accord. Bon, la question que je pose un petit peu à tous mes invités à ce moment-là, c'est du coup dans le domaine du recrutement, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui le sera toujours? C'est-à-dire, tu m'as dit qu'il y avait des choses qui avaient changé depuis 10 ans. Qu'est-ce qui n'a pas changé finalement, et qu'est-ce qui ne devrait pas changer dans le futur? Ce qui est vrai, c'est que c'est devenu indispensable aux entreprises d'avoir quelqu'un dont c'est le métier de recruter, que ce soit quelqu'un qui est RH de façon généraliste, ça reste son métier, ou quelqu'un qui est purement recruteur, ça devient indispensable. On peut difficilement s'en passer, ou alors faire appel dans ces cas-là, des prestataires externes. Ce qui est vrai aussi, c'est que ce métier, il est en constante évolution, parce qu'il faut s'adapter, que ce soit aux changements légaux, mais surtout à l'évolution du marché. Et ce qui est vrai surtout, c'est que tu n'auras pas 2 personnes qui te diront la même chose sur le recrutement. C'est assez difficile, et c'est pour ça que c'est assez déstabilisant et perturbant. Personnellement, j'ai donné des cours cette année dans une fac à Polytech sur faire des CV, lettres de motivation, comment postuler. Au moins 20 fois, on m'a dit oui, mais on nous a pas dit ça, sur telle personne nous a pas dit ça, ou que ce soit sur les années précédentes ou la même année, que ce soit des profs ou même d'autres intervenants extérieurs. Et effectivement, on ne dit pas tous la même chose, en fait, parce que le recrutement est très très personnel et individuel. Enfin, on a beau dire, même moi, dans ma formation d'il y a quelques années, on te dit le recrutement doit être basé sur des faits, ne doit pas être subjectif. Et on doit recruter de façon objective. Tu as une petite liste de critères que tu coches ou que tu coches pas. En soi, c'est pas du tout ça le recrutement. Enfin, aujourd'hui, c'est être, pour moi, ce serait être hypocrite de dire que les sentiments et que les émotions ne rentrent pas dans le recrutement. C'est complètement faux. On peut éviter d'avoir autant que possible des biais. Tu en as forcément, et surtout quand tu t'intéresses au savoir-être, on en revient tout à l'heure, tu ne peux pas recruter que sur des faits, parce que dans ce cas-là, tu ne recrutes que sur des compétences techniques, que sur des diplômes, que sur des formations, que sur un nombre d'années d'expérience. Il en fallait 5, t'en as que 4, c'est dommage. Enfin, voilà. Donc, si on recrute sur le fait de se projeter avec la personne sur le long terme, on met du coup des émotions, on met du personnel, et dans ces cas-là, forcément, chacun a son avis différent sur la question. Et c'est un petit peu la problématique ou l'intérêt, je sais pas, de le voir de la façon négative ou positive, mais moi je trouve ça assez fort qu'on puisse chacun avoir un avis différent sur le recrutement, et malheureusement le côté négatif, c'est que ça amène plutôt d'incompréhension, comme toi tu peux l'avoir sur le fait que tu savais pas forcément quelles questions il fallait poser en entretien ou comment fonctionner. Tu pourras poser des questions à quelqu'un demain qui te dira que c'est important de demander les qualités et les défauts en entretien. Donc voilà, si je peux te dire quelque chose qui est vrai et du coup qui est très très difficile à accepter pour certaines personnes, c'est que le recrutement est très personnel et change constamment. D'accord. Alors, et sûrement que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi. Pardon ? Et sûrement que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi. Ah oui, mais tant pis pour eux, c'est toi qui es invité. Non, au contraire. L'idée, c'est d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le débat cordial. Donc voilà, à la fin, tu nous diras si tu veux laisser un moyen pour que des auditeurs te contactent pour voilà, c'est toi qui décideras. Mais si tu décides de oui. Justement, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des échanges, et les échanges sont pas intéressants seulement quand on est d'accord au début. Sinon,
voilà, c'est bien, c'est gentil d'être d'accord au début, mais effectivement, ça fait pas avancer les choses. Par contre, effectivement, c'est deux personnes qui sont pas d'accord, mais qui débattent de manière cordiale et raisonnée, peut-être que les deux pourront en tirer du bénéfice. Donc c'est très bien que tu sois consciente que tout le monde sera pas d'accord avec toi et que tu l'acceptes. Voilà. C'est ça qui fait avancer. Enfin, j'ai pas le. Enfin, ce serait un petit peu ambitieux de ma part de dire que j'ai raison de A à Z sur tout ce qu'on vient de dire. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de recruter. Peut-être qu'elle évoluera, et je l'espère. Hein, j'espère qu'elle évoluera encore sur les prochaines années et qu'elle s'améliorera. Mais le but n'est pas de se dire ici, voilà la façon dont il faut recruter. Le recrutement, c'est ça et c'est pas autre chose. Et il y a que cette façon de faire. Effectivement, je parle avec plein de recruteurs différents, que ce soit dans mon entreprise où on ne fonctionne pas tous pareil, ou à l'extérieur, et c'est au contraire enrichissant d'avoir la vision d'autres personnes, après qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ça fait déjà évoluer ses mentalités et sa façon de faire, ou au contraire ça fait aussi définir quel recruteur on veut être, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Moi, je demande beaucoup à mes candidats, par exemple, comment se sont déroulés leurs entretiens du coup ailleurs, ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé, pour justement déjà me rendre compte de comment fonctionnent les autres, comment ça se passe. Est-ce que d'autres personnes font comme moi, ou voilà, et de me rendre compte aussi ce qui plaît ou ce qui dérange aux candidats, puisque c'est comme ça qu'on se remet aussi en question. C'est de se dire à un moment donné, si je veux attirer et si je veux bien faire mon travail, il faut aussi que je m'appuie sur des personnes sur qui ce n'est pas le métier, mais qui le vivent au quotidien, c'est-à-dire ceux qui sont en recherche d'emploi. Et on avait jusqu'à présent, je trouve, trop tendance à leur dire c'est de votre faute si voilà, ça n'a pas marché à l'entretien, alors que peut-être c'est juste qu'il faut faire évoluer aussi la façon de faire, et surtout comprendre s'il y a un message à passer je trouve pour du côté recruteur et candidat, c'est que il y a des fois des gens qui sont faits pour un poste ou pour une entreprise, surtout pour une entreprise, et d'autres qui ne le sont pas. Et là où je te dis que le recrutement est une question de personne, malheureusement, il y a aussi des fois où c'est juste que le feeling ne passe pas et passera sur le même poste mais avec une autre entreprise. Donc on peut pas dire que le recrutement n'est pas personnel par rapport à ça. Ouais, j'entends bien. Par rapport à ça, ce côté subjectif dont tu parles dans le recrutement, est-ce que c'est principalement la subjectivité du recruteur en lui-même? Est-ce que c'est la façon d'être des décideurs, donc je sais pas, c'est le chef d'entreprise, ou d'où est-ce que ça vient? Quelle est la source de cette subjectivité? C'est un petit peu ça ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les grilles dont tu parlais là, qu'on coche, où on coche un truc, on coche un autre? Tu me disais bon, on fait pas trop ça, mais on peut imaginer que ces grilles-là, elles sont créées justement de manière subjective au départ, et qu'après elles peuvent être cochées de manière objective, mais que d'un recruteur à un autre soient pas les mêmes grilles. Voilà, comment se passe ça? Les grilles, je pas qu'on n'utilise pas. Je pense que les grilles, c'est très bien pour les prérequis que tu vas avoir dans ton recrutement sur ton poste, qu'elles soient par exemple techniques surtout, ou des compétences qui sont indispensables, et ça te permet quand même d'avoir une trame et de pouvoir justifier ta décision quand même par des faits. Après, au-delà de ça, là où je te dis c'est subjectif, c'est que sur deux personnes qui ont les mêmes compétences techniques, la même formation ou la même expérience, la décision là sera plus subjective. Et là, tu peux pas avoir de grille sur le subjectif. Tu peux pas avoir une grille en disant j'ai ressenti qu'il était honnête par exemple, ou il a manqué de transparence. Enfin, il y a plein de choses sur le côté feeling et ressenti que tu ne peux pas. Des fois, tu as même du mal à mettre des mots dessus. Ça vient de plusieurs choses. Tu disais, ça vient par exemple du chef d'entreprise. Alors oui, ce qu'on peut appeler les valeurs dans une entreprise. Donc, par exemple, de se rendre compte que il y a des valeurs qui ne sont pas cohérentes avec les valeurs que peuvent avoir le candidat, et on se dit, au-delà du fait, c'est pas que la personne n'est pas bien, c'est qu'on sait que ça ne fonctionnera, la relation ne fonctionnera pas sur la durée, et que potentiellement dans 6 mois,
la personne voudra partir parce qu'elle ne se sent pas en accord avec ses valeurs. Et c'est aussi du rôle du recruteur de penser à ces questions-là, parce que des fois, quand tu es en recherche d'emploi, tu as tellement envie d'avoir un travail que tu ne réfléchis pas, est-ce que je sais ce que je veux faire dans 6 mois, dans 1 an? Et ça peut être un peu frustrant pour les candidats de dire, voilà, ce poste n'est pas fait pour vous, vous plairez pas. Quand lui, il te dit, non, mais je veux postuler parce que je veux trouver un emploi. Donc c'est aussi savoir dire, oui, mais dans 2 mois, vous ne serez plus là. Donc c'est aussi au recruteur d'avoir ce côté subjectif, et pour le coup, on peut reprocher que ce soit interprété, par exemple. Mais ça, c'est aussi pour ça qu'il faut des personnes qui soient formées dans le recrutement, c'est d'être capable de faire confiance à son expérience aussi de recruteur, pour se dire, je sais par mon expérience que par rapport à ce que j'ai décelé en entretien, ça ne fonctionnera pas. Et ça, malheureusement, tu peux pas dire que c'est objectif sur une grille. De dire que de mon expérience, je sais que ça ne fonctionnera pas. De dire, oui, mais d'où tu le sors? Donc voilà, c'est ça la subjectivité. C'est aussi malheureusement, même si le but est de le faire le moins possible, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel tu es. C'est un jour où tu es moins patient, par exemple, où tu es moins à même d'être empathique aussi avec l'autre. Donc tu comprends peut-être moins des réactions qui peuvent être liées au stress, qui peuvent être liées à un environnement que l'on ne connaît pas auprès du candidat. Donc c'est des choses qui peuvent jouer. C'est pour ça que c'est important pour le recrutement d'avoir plusieurs personnes dans le process. Par exemple, de notre côté, tu as l'entretien RH, mais derrière, tu as l'entretien manager, voire plusieurs, s'il y a plusieurs lignes managériales, voir si c'est une prestation qu'on propose à nos clients chez le client. Et à partir du moment où c'est pas une seule personne qui recrute le candidat, tu évites déjà le côté subjectif négatif. Et tu gardes le subjectif lié plutôt à est-ce que la relation va fonctionner, et le subjectif de finalement j'étais assez de mauvaise humeur ce matin, j'ai pas été assez à l'écoute, sera contrebalancé par ton collègue qui va te dire non, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, je l'ai trouvé très bien, ou je l'ai pas trouvé comme ça, ceci, cela. Et c'est aussi ça, il faut être capable en tant que recruteur, de déléguer cette décision-là, et de se dire que parce que c'est subjectif, notre choix n'est pas toujours le bon, ou en tout cas on remet toujours en cause le fait qu'il puisse être le bon, et pour moi c'est important d'avoir ces autres entretiens pour valider que au-delà des compétences techniques que tu as cochées, que ton retour subjectif est aussi le même par les autres personnes, puisque dans ce cas-là ce sera plus du positif que du négatif. D'accord. Comment est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre entre recruter des candidats qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise, tout en faisant en sorte que ces mêmes personnes apportent une certaine diversité à l'entreprise, justement, et que ce soit pas toujours la même personne qui rentre, et que du coup après on se retrouve dans un environnement de travail où tout le monde se ressemble et personne n'est assez complémentaire. C'est une bonne question. C'est la difficulté qu'il peut y avoir dans certaines entreprises, d'avoir aussi effectivement d'avoir un modèle commun de candidats et donc de salariés. Pour ma part, je parlais de ce que je connais, ce qui peut être bien dans les entreprises à plus grosse taille, ou en tout cas moyenne envergure, c'est qu'il y a en général plusieurs personnes qui gèrent le recrutement, comme vous le disiez. Moi, je suis pas la seule dans mon entreprise à recruter. On est 3, plus les managers. Oui. Donc déjà de moi à mes collègues, on n'aura pas la même vision, on n'aura pas la même sensibilité. Donc ça va éviter aussi d'avoir la même façon de faire. Et en plus, au-delà de ça, même s'il y a le côté savoir-être, on recrute quand même des compétences. Même si derrière, il faut faire attention aussi au savoir-être des personnes, il y a les compétences. Donc la première chose de base, si on repart sur les qualités de code, un développeur, quelqu'un qui a un super savoir-être mais qui ne sait pas du tout coder, forcément, ça ne va pas marcher. Après, la question sera plutôt, on a quelqu'un qui a des super compétences techniques, mais en savoir-être, voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas. Est-ce qu'on prend le risque de recruter la personne parce qu'on va avoir besoin de ses compétences techniques, au risque que dans 6 mois, dans 1 an, elle ne soit plus là, ou pas? Donc là, c'est des prises de risque, mais
mais on n'est pas non plus dans un modèle où on veut un type de personnalité. Enfin, avoir des valeurs, c'est pas de se dire moi je veux quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est plutôt des compétences, une posture. Enfin, par exemple, le fait d'être passionné par son métier, le fait d'être ouvert aux autres. Voilà, le fait d'être engagé dans son travail. Donc c'est plutôt des valeurs que tu peux avoir plutôt qu'une personnalité. Pour autant, dans mon entreprise, personne se ressemble. Par contre, il y a des choses qui est commun à tout le monde. Effectivement, ils sont tous passionnés, ils aiment tous travailler en équipe. Forcément, il y a ce côté open space, des choses comme ça. Il y a des intérêts communs qui fait que les gens ont envie de travailler ensemble. Après, au-delà, il y a des personnalités complètement différentes. T'as des gens introvertis, des gens extravertis. T'as des personnes ambitieuses, t'as des personnes qui ont envie de faire le métier toute leur vie. Donc, on n'a pas un modèle type, si c'est ta question. Ouais. Alors oui, et du coup, ma question qui en découle, toutes ces différences entre les personnes qui travaillent avec vous, c'est quelque chose qui est arrivé par hasard, c'est-à-dire entre les extravertis et les introvertis, ou est-ce que vous cherchez à recruter une diversité? Alors, je sais qu'aux États-Unis notamment, donc je parle souvent des États-Unis parce que c'est un endroit qui me parle pas mal. Ils ont des lois pour recruter des personnes diverses. Alors, ça va être des blancs, des noirs, des hommes, des femmes, des personnes handicapées, des personnes. Ils sont obligés. Et du coup, je pense que d'une certaine manière, ça aide à avoir une vraie diversité d'état d'esprit, de capacité hors capacité technique, de compétences, on va dire. Est-ce que vous cherchez clairement à obtenir ça, ou est-ce que naturellement vous arrivez à avoir finalement des profils suffisamment divers pour pas avoir l'impression d'être d'être une famille où tout le monde se ressemble, quoi? Il y a deux choses différentes dans ce que tu dis. Il y a déjà le côté légal. En fait, en France, tu as quand même aussi des choses légales en droit du travail là-dessus. Tu dois avoir un certain pourcentage, par exemple, de personnes ayant la reconnaissance travailleur handicapé dans l'entreprise. Sinon aussi, tu as des pénalités. Il y a de plus en plus de recommandations, voire de lois qui arrivent sur la parité homme-femme. Après, ce qui des fois est accessible plus difficilement dans certains secteurs, mais voilà, t'as beaucoup de choses qui se font là-dessus. Donc t'as des choses au niveau légal qui font que voilà, tu dois amener de la diversité. Après, au-delà de ça, effectivement, dans mon entreprise, on a envie de diversité. Le but n'est pas d'avoir les mêmes que des clones, puisque sinon on va manquer de compétences. Par exemple, dans certaines équipes, on parlait tout à l'heure de la formation pour adultes. Moi, j'ai un manager qui m'a demandé à un moment donné si on pouvait pas s'orienter vers ces types de personnes qui sortaient de ces formations, parce que ça changeait des jeunes diplômés qu'on prenait d'une formation classique, dont c'était le premier métier, et qu'au contraire, des personnes qui avaient pu être routiers avant, moniteurs d'auto-école, cuisiniers ou prof de lettres, eh ben ça permettait d'avoir aussi une expérience professionnelle différente qui, on pense, n'a rien à voir avec l'informatique, mais qui apporte quelque chose dans les équipes, qui apporte une maturité professionnelle, qui apporte une vision de la vie, du travail et des compétences telles que ça peut être le sang-froid, la prise de recul, la gestion d'équipe. Enfin voilà, c'est toutes ces choses. Donc on le fait, mais c'est plutôt voilà au cas par cas de se dire moi dans mon équipe par exemple, je me rends compte que j'ai pas, ça peut être j'en manque de femmes. Moi il y a des fois on me dit j'aimerais bien que là si tu pouvais me trouver une femme. Après c'est pas comme ça que ça marche. On dit non, on trouvera un homme ou une femme. On peut pas dire je veux un homme ou je veux une femme. C'est on recrute aussi la personne la plus compétente pour le poste, mais c'est des choses qu'on peut entendre, ou au contraire nous dire voilà, nous dans mon équipe ils viennent un peu tous par exemple de la même formation, ce serait bien qu'on différencie un peu. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. En tout cas, dans la mienne, le but n'est pas de venir tous du même endroit et d'avoir la même façon de fonctionner. Sinon, tu ne peux pas apporter, tu peux pas apporter de la nouveauté et en tout cas dans l'informatique, si tu n'apportes pas de nouveauté, tu stagnes et ça marche pas. Il faut savoir se remettre en question, apporter d'autres choses, être innovant. Oui. Non, c'est très clair. Bien. Je crois
crois que j'ai posé. Non, non, il y a une autre question qui m'est venue tout à l'heure. En cette période de confinement, encore une fois, qu'en est-il des processus de recrutement en ce moment ? Est-ce que vous avez mis certaines choses en pause ? Est-ce que vous essayez de faire plus de choses à distance ? Ou est-ce que vous savez que sans un minimum de contact humain en face à face, vous allez pas être en mesure de savoir si vous voulez recruter une personne ? C'est pas évident parce que du coup c'est un contexte inédit depuis. Moi en tout cas, je n'ai jamais connu le confinement et je pense que la plupart de mes collègues non plus. Donc il a fallu effectivement se poser, prendre du recul et se poser les bonnes questions sur comment gérer le recrutement dans ces périodes de confinement. Il y a plusieurs. Ça se part pas juste sur le fait comment on veut le faire ou comment on veut pas le faire, c'est que derrière il y a plein d'enjeux. C'est-à-dire que déjà, est-ce qu'on est capable de donner de l'emploi à nos salariés ? Donc si la question est non, forcément la question du recrutement se pose pas. Les entreprises qui ferment, qui mettent tous leurs salariés en chômage technique, forcément ne recrutent plus. Nous c'est pas le cas. L'avantage dans l'informatique, c'est que les personnes peuvent télétravailler en majorité. Donc après, quand tu sais que le travail est là, la question c'est de dire est-ce que je vais avoir de nouveau des projets clients, de nouveau des offres commerciales qui vont me permettre d'avoir de quoi alimenter les recrutements que j'avais anticipés. Si c'est non, dans ce cas-là, effectivement, c'est de mettre en stand-by pour recommencer quand ça revient. Et si c'est oui, ça change pas grand-chose, si ce n'est effectivement qu'il y a moins de contact humain. L'avantage qu'on a aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on a assez d'outils pour le faire du mieux possible à distance, des entretiens par Skype ou par tous les plateformes qui existent aujourd'hui sur le net de visioconférence et sont quand même un plus. Après, moi, pour le moment, comment je fonctionne, c'est que je peux continuer à rencontrer, notamment par Skype, des personnes, mais l'embauche se concrétisera quand effectivement on pourra se voir, où les personnes pourront venir voir les locaux, pourront se projeter aussi dans l'entreprise. On peut embaucher par Skype, il n'y a pas de souci. Mais derrière, si on veut être sûr que la personne aussi, ce soit le bon choix pour elle, c'est important qu'il y ait ce contact humain et pour moi aussi cette visite du lieu de travail. Donc c'est plutôt que le processus de recrutement on est un petit peu chamboulé et du coup rallongé. Donc on fait le début du processus, les entretiens, et puis quand tout sera terminé, on pourra prévoir un rendez-vous pour se rencontrer et là finaliser avec un contrat si ça fonctionne bien. D'accord, c'est très clair. Après il y a aussi le côté où les gens n'ont pas trop la tête à ça en ce moment, donc forcément il y a aussi voilà. Pour le moment, c'est un peu plus calme. D'accord. Mais dans tous les cas, tu vois pas une évolution, une véritable évolution potentielle une fois que le confinement sera terminé vers encore plus de télé-recrutement, j'ai envie de dire. Non, en tout cas pas de mon côté. Enfin, c'est un de super outils, mais pour moi qui ne sont à utiliser que si tu n'as pas le choix parce que tu recrutes à distance. Ça peut être le cas parce que tu recrutes pour un site qui est dans une autre ville ou dans une autre région, ou parce que la personne, par exemple, est dans un autre pays et n'a pas la possibilité, par exemple, de venir faire l'entretien en France. Donc forcément, ça se fait. Il y a des cas, il y a des personnes qu'on a recrutées qu'on a fait que en visio parce qu'ils étaient, par exemple, à l'étranger et qui sont arrivés au dernier moment. Par contre, si la personne peut se déplacer, moi je le préconise plus parce que ça reste quand même on disait tout à l'heure, une rencontre, un échange, un rendez-vous, et c'est aussi plus sympa de se voir en personne que derrière un écran. D'accord, je comprends. Par rapport au domaine très général du recrutement, donc soit quelque chose aussi général, soit sur un sous-domaine, est-ce que tu auras une ressource à conseiller, un livre qui t'a marqué, qui t'a permis de voir le recrutement, ou même, j'ai envie de dire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les relations humaines d'une autre manière. Donc je te dis, ça peut être un livre, ça peut être un site internet, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast. C'est cool aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passe par l'esprit qui pourrait aider à comprendre ça? Oui, pas un livre, alors parce que
parce que j'ai plutôt le format en général internet. Je vais plutôt avoir la facilité à aller lire des articles. Déjà Oui. parce que dans des livres, des fois, ça peut être plus difficile de commencer un gros manuel sur le recrutement. Et je trouve que le côté article fait qu'il y a des choses qui sont toujours très récents en termes de parution. Donc, on parlait de LinkedIn sur la recherche d'emploi et de CV, mais LinkedIn est aussi un super format et pour avoir des nouveautés sur ton secteur d'activité, que ce soit le recrutement ou sur autre chose. Et en fait, je vais plutôt regarder des articles publiés. Alors, tu me demandais sinon des sites où, par exemple, sur LinkedIn, je suis beaucoup l'école du recrutement. On parlait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de formations pour des recruteurs. Il y a notamment l'école du recrutement qui a été créée, si je dis pas de bêtises, c'est il y a 2 ans, ou en tout cas c'est 2 ou 3 ans, qui forme des recruteurs purement. Voilà, pas en lien avec le reste des ressources humaines, mais des recruteurs, et donc ils peuvent aussi mettre en ligne des conseils et des articles sur le recrutement. Donc c'est plutôt ce type de page que je vais suivre. Tu as des blogs type Hunted qui s'appelle qui est sur le recrutement également. Donc ou des personnes même à titre plutôt individuel, des recruteurs que je vais suivre sur LinkedIn, sur Twitter, qui vont poster aussi des choses à titre plutôt personnel, et c'est plutôt de personnes comme ça que je vais m'inspirer. D'accord. Tu me redonneras ça quand on aura fini d'enregistrer. Je mettrai les liens de tout ce dont tu as parlé dans les notes d'épisode, dont je vous reparlerai à la fin de l'épisode. Les auditeurs vous direz où aller chercher ça. Est-ce que en une phrase, bon, c'est pas une phrase, si c'est 2, je ferai avec, hein, mais est-ce qu'en très peu de mots, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après qu'on ait fini d'écouter cet épisode? Le truc que tu veux qu'on retienne, c'est à toi. Vas-y. Ce qu'on doit retenir sur le recrutement, c'est vraiment que le recrutement est un métier à part entière, qu'on peut en faire juste une petite partie de son activité RH, mais que ça peut être aussi un métier à part entière, hyper riche, très diversifié, super stimulant, qui a des relations humaines qui évoluent tout le temps, qui permettent d'utiliser de la psychologie, des échanges, de la stratégie, de la négociation, qui demande et qui fait améliorer aussi plein de compétences, et je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Le recruteur est un métier, et un métier hyper riche, et il ne faut pas forcément avoir fait une formation RH pour le faire. C'est plutôt, je pense, un état d'esprit et des compétences personnelles qu'on peut avoir, et du coup, il ne faut pas hésiter à s'y intéresser. Bien, très bien. Bon, un vrai objectif d'ouverture à nouveau, donc sur ton domaine, et plus on s'y intéressera, et effectivement plus on comprendra au-delà de cet épisode d'aujourd'hui, mais je pense que c'est déjà une bonne introduction, j'espère. Plus on comprendra ce qu'il en est vraiment. Qu'est-ce que les auditeurs ou moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Est-ce que par exemple, est-ce que tu veux qu'on s'abonne à quelque chose, à du contenu sur LinkedIn? Donc là, tu nous as donné tes influences à toi, mais est-ce que toi, il y a des choses que tu as envie de promouvoir? Est-ce que voilà, enfin tout ce qui te passe par la tête, est-ce qu'on peut t'aider d'une manière ou d'une autre? Non, plutôt d'essayer de rester ouvert sur le fait que le recrutement a aussi changé, de pas stigmatiser peut-être tous les recruteurs, et d'essayer un petit peu de lâcher la pression en allant en entretien. Je sais que c'est pas évident, mais de s'ouvrir aussi un petit peu aux entreprises, et de pas voir les recruteurs plutôt comme des ennemis, ou des personnes qui vous veulent du mal. Qui veulent du mal. Donc c'est plutôt peut-être s'intéresser aussi particulièrement, là c'est plutôt pour ceux qui sont en recherche d'emploi, mais s'intéresser vraiment à l'état d'esprit de l'entreprise et aux valeurs, pour s'assurer aussi que ce sont des entreprises qui leur conviennent. Je sais que chercher du travail, c'est aussi
c'est vital pour voilà pour vivre, pour avoir un salaire. Mais derrière, c'est aussi important de se sentir bien dans une entreprise. Et moi, ce que j'aimerais au niveau des candidats que je rencontre, c'est que voilà, ils aient envie de, par exemple, de venir chez nous parce que c'est l'état d'esprit qu'ils veulent, parce qu'ils s'y sentent bien, et pas seulement parce qu'ils en ont besoin. Donc voilà, si tu peux faire ça pour m'aider, c'est que voilà, les gens soient plus ouverts là-dessus, et surtout, s'il faut se préparer à un entretien, c'est plutôt sur voilà, se renseigner sur l'entreprise et savoir si vraiment on veut la rejoindre ou pas. D'accord. Et peut-être, alors je sais pas si c'est une complète supposition, peut-être que pour se préparer pour un entretien, c'est moins se préparer pour l'entretien, peut-être plus se préparer en essayant de se connaître soi-même vraiment, se connaître soi-même et connaître l'entreprise qu'on vise pour pouvoir avoir une discussion la plus fluide et la plus intéressante possible avec le recruteur. Complètement, c'est important de faire ce travail sur soi avant, en effet, de se dire est-ce que voilà, au-delà de qui je suis, ce que je veux vraiment, si on est dans un contexte aussi par exemple, de changement de carrière, avoir vraiment réfléchi à ce qu'on veut. Quand on est jeune ou qu'on sort des études, c'est difficile de se connaître. C'est aussi l'expérience professionnelle qui fait qu'on en apprend plus. Mais c'est vrai que c'est important de prendre un peu de recul sur soi avant pour être capable de répondre le plus sereinement possible et à ce que vont vous demander un recruteur, et de pas être pris au dépourvu et de se sentir justement en difficulté. Bien, très bien. Bon, ma dernière question. Si on veut en savoir un petit peu plus sur toi, si on veut te contacter, échanger, débattre, est-ce qu'il y a un moyen de te contacter que tu préfères? Par LinkedIn. Je pense que c'est le plus simple. En effet, je suis forcément présente sur LinkedIn. Donc, au contraire, que ce soit parce que vous êtes dans le secteur de l'informatique et que vous cherchez un poste, ou que ce soit parce que vous avez besoin de conseils ou d'informations supplémentaires sur le recrutement, on peut me contacter sans problème. Bien. Et bah pareil, je mettrai le lien de ton profil dans les notes d'épisode. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie vraiment parce que on a bien pris notre temps, je pense. Voilà, des premiers épisodes enregistrés, je pense que c'est le plus long. Et c'est pas le plus long pour rien, c'est le plus long parce que j'ai l'impression qu'on avait beaucoup de choses à se dire, que tu avais beaucoup de choses à me raconter, à m'expliquer, et que c'est un sujet et ta façon de le présenter qui m'ont vraiment intéressé, vraiment inspiré, j'ai envie de dire, qui m'ont vraiment poussé à poser de nouvelles questions. Voilà, donc je te remercie pour ce temps et cette énergie que tu m'as consacré, que tu as consacré aux auditeurs de Principes fondamentaux. Voilà, merci, je te souhaite un excellent week-end. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer aussi sur le sujet. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager aussi ma passion avec toi et puis avec toutes les personnes qui pourront être intéressées sur le sujet. Donc voilà, je serai toujours disponible pour continuer à en discuter avec toi ou avec d'autres personnes si tu le souhaites. Moi, je vais le souhaiter, c'est sûr. Et après, à voir les auditeurs, vous savez où trouver Alicia maintenant. Bien, allez, je te rends à ton week-end de confinement. Merci encore, et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.